Bien entendu. Alors aujourd'hui, sur le plateau de l'émission, le plaisir de recevoir à nouveau Tony Renucci de l'association Respire. Bonjour mon cher Tony, comment ça va ? Ça va. Avec toute cette actualité et tous ces points que l'on voit, on peut dire quelques points durs, notamment ? Actualité chargée, pas totalement dans le sens qu'on aimerait ces derniers temps. C'est ça. Mais on continue à se battre. On continue à se battre. Alors on a vraiment, là ça reste d'il y a quelques temps très proche de nous, cette histoire du vote de la loi du plomb où on s'aperçoit, on va pas rentrer dans le détail, ça va être en discussion à nouveau à l'Assemblée nationale, mais c'est assez révélateur. C'est révélateur je dirais des citoyens, de tout un chacun qui dit non, maintenant ça suffit, il faut qu'on prenne soin de nous. Oui, mais ça révèle deux choses. Déjà, ça révèle un problème démocratique, parce que cette loi, elle est passée finalement sans qu'il y ait de réel débat à l'Assemblée nationale. Et donc, la demande aussi de cette pétition, c'est qu'il y ait un débat. Donc, au moins, il y aura un échange où on pourra faire valoir des arguments. Et puis, je pense que la deuxième chose que ça révèle, c'est que on a envie que ce soit la santé publique qui prime. Et le fait qu'il y ait une telle mobilisation, parce qu'1,5 million de personnes en plein milieu de l'été, c'est quand même pas une évidence. Sur un sujet où en plus c'est pas non plus simple, c'est passé un peu vite, on entendait parler de loin. Et là on prend conscience que notre santé est en jeu, et c'est pas le premier recul finalement, c'est la suite aussi de reculs successifs qu'on a eu sur beaucoup de sujets dont on va continuer à parler après. Et on aura toujours des gens qui diront oui, mais on sait pas exactement, oui, mais c'est tel seuil, tout. On peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même des études qui démontrent que ça a des effets négatifs sur la santé. Et donc là, les Français... Et pas une étude isolée, plusieurs et nombreuses, et sur maintenant de nombreuses années. Voilà, donc on a quand même une communauté scientifique médicale qui alerte, et donc on devra avoir un principe de précaution qui s'applique, et c'est ce que rappelle aussi cette pétition et les gens qui l'ont signée. Et je trouve ça très bien qu'il y ait enfin une mobilisation. Alors ça arrive sur ce sujet-là, tant mieux, mais il était temps aussi qu'on montre à tous ceux qui poussent, à tous ces lobbies aussi qui poussent un peu ces mesures, qu'ils estiment peut-être légitimes pour eux, mais qui ne vont pas forcément dans le sens de la santé publique, que oui, il y a aussi une autre voie et une opposition possible à ces mesures-là. Une opposition bienveillante en plus. Mais une opposition qui se soucie surtout de sa santé. C'est ça. De la santé de tout le monde. De notre santé à toutes et à tous. Alors, cette santé, justement, à toutes et tous, on va en parler, mon cher Tony. Tu disais, il y a cette loi et cet en cours que l'on va suivre avec attention, notamment. Parce que, outre le fait, notamment, de l'acétamipride et puis également, plus loin des problématiques phytosanitaires, on va quand même le rappeler. On dit que c'est pas dangereux pour la santé d'avoir je dirais, dans les 200 mètres aux abords d'un champ, voire même plus court que ça, en exposition instantanée et haute, mais en exposition prolongée et en transport aéroporté, on est à 2 km. Donc il y a quand même quelques notions qu'il faut reprendre, et c'est vrai qu'un épandage, une fois, on se dit ça va se diluer, c'est fait, mais on a des cultures, notamment pour certaines, qui sont assez sensibles, où on va avoir un nombre de projections justement de ces phytosanitaires qui sont extrêmement nombreuses. Je pense aux pommes, par exemple, également, où on voit des traitements qui sont 12, 14, 15 fois à passer en fonction des conditions météo. Évidemment, il faut préserver la production parce que l'aliment, on en a également besoin. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a besoin d'aussi fort et d'autant? Et est-ce qu'on a aussi dans la réflexion, c'est quelque chose à penser tout haut, est-ce qu'à un moment donné, notre agriculture vit dans tous les cas aussi de récoltes qui peuvent être aléatoires et moins fortes une année, meilleures une autre et autres? Mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours croire qu'on va avoir une année exceptionnelle tous les ans de récolte? C'est peut-être là aussi un postulat qui nous amène à reprendre un petit peu d'humilité par rapport à ce que l'on est vis-à-vis de notre planète et de la nature et de ce qu'elle peut pour nous. Oui, en bien fait. Et aussi, je pense aussi derrière de quel type d'agriculture on a besoin et quelle agriculture on veut, parce que finalement il y a quand même plusieurs types de cultures, il y a plusieurs types de modèles, et on voit bien que c'est quand même ce type de mesure est quand même plutôt poussé pour des modèles d'agriculture intensive, extra intensive, et qui n'est pas le métier de tous les agriculteurs. Et qui n'est pas duplicable partout non plus, voilà. Forcément. Et qui n'amène pas d'ailleurs au même type de produit, parce que ça c'était quand même intéressant aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un débat. C'est sorti pendant le débat auprès aussi de la communauté scientifique et médicale, de dire mais en fait à quoi va servir cette production, à alimenter aussi des produits sucrés transformés
qui, a priori, ne sont pas non plus bons pour la santé. Donc, ça ajoute aussi quand même ce sujet-là, je trouve. Donc ça enrichit la réflexion. Complètement. C'est ça qui est hyper intéressant et que tout le monde s'en soit intéressé. Oui. Et c'est vrai qu'autour de moi, en posant quelques questions, c'est vraiment ceux qui ont voté sont des personnes vraiment variées et qui ont vraiment vu l'engagement. Et la nature du vote, elle est intéressante à retenir à ce niveau-là. C'est que il faut vraiment aller sur le site du gouvernement pour voter. C'est pas je le fais au coin d'un réseau social en disant oui, j'aime bien. Non, c'est quelque chose de vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Et ça, c'est intéressant de cet aspect-là. Autre aspect, mon cher Tony, les ZFE. On a vu ces ZFE prendre, je dirais, un coup d'arrêt. Oui, pour être vraiment malmenés. Mais là, il y a une vraie menace qu'elle soit totalement arrêtée. D'ailleurs, c'est ce qui a été voté dans la loi, le projet de loi sur la simplification de la vie économique. La suppression des ZFE pure et dure a été votée en l'état. Donc, c'est pas encore actif parce que le processus parlementaire fait qu'on attend encore une commission mixte paritaire fin septembre, qui ne va pas les rétablir. Voilà, faut pas se faire de fausses surprises. Et ensuite, un vote qui avalisera tout ça. Mais je l'espère derrière qu'il y aura une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs. Moi-même, j'ai écrit au groupe, au président du groupe socialiste, Boris Vallaud, à Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste, en leur demandant de préparer en fait cette saisine, parce que je pense qu'il faut l'anticiper et pas se faire avoir comme ça a pu arriver sur 2 initiatives ou d'autres textes, et parce que on a quand même de fortes chances que s'il y a une saisine du Conseil constitutionnel, la disposition sur les ZFE soit retirée du texte parce que elle n'est pas constitutionnelle. Ça veut dire qu'en fait c'est un cavalier législatif. On parle de zone à faible émission dans un texte qui concerne l'économie. Donc c'était pas lié. Donc je pense que ça ne restera pas. Ceci dit, si la disposition est enlevée après la saisine, je pense quand même qu'il faudra un débat, et voire même plus qu'un débat. Enfin, il faudra une concertation, en tout cas une initiative, parce qu'il faut quand même aussi entendre les critiques. Et si ça mobilisait autant de monde, au moins parmi les parlementaires, contre cette mesure, bon, c'est que peut-être qu'il faut aussi l'aménager. C'est pas forcément le sens dans lequel je pousserais de prime abord, mais bon, il faut aussi favoriser l'acceptabilité. Donc je pense qu'il faudra quand même derrière aussi entendre ces critiques-là et voir ce qu'on peut faire différemment sur cette mesure, mais garder l'esprit des zones à faible émission, parce que c'est une mesure de santé publique. Avec en plus un vrai débat à mettre en place, et ça c'est ce qui est légitime et ce qui est le plus profitable dans tous les cas, pour faire avancer. De toute façon, pour avancer, c'est pas compliqué. Quand on met toutes les problématiques sur la table et qu'on met tout le monde autour, en général, on va trouver les solutions. Et donc ça, c'est ne pas l'oublier, le jouer de cette manière. Mais c'est vrai, on avait, il y a pas longtemps, à l'émission, Jérôme Giacomoni d'Aérophile, le ballon Generali à Paris, justement, qui nous expliquait tous les toute la chance que l'on a de l'appareillage de ce ballon à titre scientifique, pour le dénombrement de toutes ces pollutions, pour la mesure et pour la traçabilité depuis maintenant 32 ans. Hein, donc ça commence à faire, et de suivi, et avec un impact vraiment positif de l'arrivée et de la mise en place des ZFE, du niveau dans lequel elles ont été sur Paris. Donc c'est vrai que tout ça devra être entendu, et on a le souhait évidemment de continuer, quoi qu'il se passe, mais de continuer à ce que cette qualité de l'air pour tout l'ensemble des citoyens de l'agglomération parisienne, mais on sait que ça porte aussi sur les autres, hein, il y a, puisque c'était déployé pour aller dans d'autres villes de France, 43 villes notamment. Ne pas oublier qu'à un moment donné, la santé, ça prime, et je le disais la dernière fois, il y a une étude est sortie, hein, que le premier souhait et la première intention des Français en inquiétude, c'est leur santé. Avant tout. Oui, et notamment sur les sujets de qualité de l'air. D'ailleurs, c'est un baromètre que nous, on a fait 2 ans de suite, où on voyait que 3 Français sur 4 étaient inquiets des conséquences sanitaires de la qualité de l'air, notamment sur leurs enfants. Donc c'est des choses qu'on a mesurées. En fait, il y a une forte préoccupation des Français sur les sujets qualité de l'air, voire même une forte prise de conscience quand même sur le sujet de la pollution de l'air et des conséquences sur la santé. Alors après, la voiture est plus identifiée comme cause que d'autres, c'est déjà bien. Mais donc,
moi, je pense que les Français peuvent tout à fait comprendre qu'on prenne des mesures de type ZFE. Mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on les applique, comment est-ce qu'on les accompagne, et comment est-ce qu'on promeut de l'alternative qui leur permette, d'aller vers autre chose à partir du moment où on leur demande de moins utiliser la voiture, ou en tout cas d'utiliser différemment. Je vois en petite musique quelque chose auquel je pense. Tu parles de la voiture, du transport, mon cher Tony. On est en train de la petite musique de se dire à nouveau, on va revenir sur le télétravail. C'est-à-dire qu'on va remettre encore beaucoup de monde sur la route ? On pourrait se poser la question. Je ne sais pas si c'est automatique, mais j'imagine que pour beaucoup de personnes, ça sera le cas. Mais c'est vrai qu'on revient aussi sur des choses qui étaient acquises depuis le Covid. Alors, est-ce que les pratiques sont à nouveau en train de se modifier ? C'est possible et c'est dommage d'ailleurs parce que finalement le télétravail c'est aussi une mesure de démobilité qui peut être intéressante pour la qualité de l'air, notamment pour ceux évidemment qui vont au travail en voiture. S'ils peuvent se permettre de reporter ou de ne pas faire certains trajets, ou d'en avoir moins dans la semaine. Voilà, d'en enlever un ou deux, c'est déjà pas mal. C'est des émissions en moins. Un trajet une journée télétravail sur une semaine, c'est 20% de déplacement en moins. Oui, ça va vite à se voir et à mesurer. Également, mon cher Tony, l'étude, justement, Respire. Vous avez fait réaliser l'étude sur l'impact par rapport à, je dirais, la directive européenne du 23 octobre 2024, qui parle notamment de réduire les niveaux de polluants de l'air ambiant. Cette directive sur l'air ambiant que la France doit transposer dans les 2 ans dans sa législation. Détaille-nous un petit peu cette étude, notamment. Oui, on a fait une étude d'impact sur la directive européenne, donc la directive R qui a été adoptée au mois d'octobre, comme tu disais, 2024. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé avec le cabinet de conseil Forvis Mazars les données de pollution de 2018 à 2024 sur 7 villes en Île-de-France, Paris et en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, on a fait quand même quelque chose d'assez large. Et on a analysé les données, il me semble, de plus d'une 60aine de stations. Donc les données officielles, des Atmo, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Air Paris. Et donc ce qu'on voit, c'est une amélioration qui est notable depuis 6 ans. Clermont-Ferrand a divisé ses niveaux de pollution par 2 sur le dioxyde d'azote, Paris moins 40%, des chiffres sur lesquels ils ont eux-mêmes communiqué, et on voit une amélioration partout. Mais on reste sur des niveaux de pollution qui sont encore très élevés. Alors, très élevés par rapport à quoi ? Déjà, si on regarde les stations les plus exposées et les plus polluées, notamment à Paris et Lyon, qui sont quand même les 2 au-dessus, on a des niveaux de pollution dans ces stations les plus exposées qui sont encore 2 fois au-dessus du seuil attendu pour 2030. Sachant qu'on est en 2025 et que toutes les mesures bientôt en 2026, ça va très vite. Et que toutes les mesures qui ont permis cette amélioration, on revient sur certaines. Les normes euro, elles sont là. Les mesures locales, pour l'instant c'est le cas, mais il va y avoir des municipales bientôt, ça peut changer. Les ZFE, on est en train de revenir dessus. Donc déjà, on est encore 2 fois au-dessus. Et en plus, on est en train de revenir sur des mesures qui permettaient d'atteindre ces seuils. Donc on est quasi sûr qu'on ne les atteindra pas en 2030. Ce qui veut dire que si on veut atteindre la conformité en 2030, il faudra continuer les efforts et que les ZFE sont une mesure à préserver avec peut-être d'autres choses à ajouter, d'autres choses à faire, mais on pourra pas arriver en conformité sans mesures de type ZFE. Et l'autre point intéressant, c'est quand on compare par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé. Et donc là, si on regarde le nombre de jours d'exposition à l'année, donc par exemple à Paris, c'est quasiment 100%. À Lyon, de mémoire, c'était plus de 80%. Donc c'est quand même des niveaux élevés. Ça veut dire que quasiment tout le temps, dans l'année, on dépasse les recommandations de l'OMS. Et c'est des dépassements de recommandations, c'est pas des niveaux de polluants déjà à un niveau acceptable. On est au-delà. Voilà. Mais donc, en fait, ça veut dire qu'on n'a aucun moment, on est vraiment en bonne santé sur la qualité de l'air, si on dépasse quasiment tous les jours. Et ça, c'est intéressant. Ça montre que la conformité ne suffira pas pour être en bonne santé. Ça va améliorer les choses, mais ça ne suffira pas. Et faire des efforts, c'est pas un gros mot. Hein. Non, bien sûr. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ces niveaux qui sont très élevés, comme toujours, c'est à proximité des gros axes routiers, autoroutes, routes nationales, périphériques, etc. Ce sont les stations les plus exposées. Donc, on fait des propositions. Alors préserver ou rétablir les ZFE, parce que ça, maintenant l'actualité va tellement vite que même nous on a été un peu pris de court quand on a rédigé le rapport, et je pense qu'il faut bien sûr rétablir les aides qui avaient aussi été supprimées ou fortement réduites, mais
tout en amenant aussi un peu de souplesse. On peut aussi se dire que les aides d'acquisition de véhicules, de transition vers des véhicules moins polluants, puissent aussi servir à acheter un véhicule électrique, bien sûr, mais voir aussi un critère 1, neuf ou d'occasion. Voilà, on aurait pu trouver des compromis. À Paris et à Lyon, c'était 650 000 véhicules qui étaient concernés. Est-ce qu'on pouvait pas trouver des solutions en rétablissant les aides? Je pense que si. Et puis, promouvoir l'alternative, notamment en ville. Et nous, ce qu'on propose d'ailleurs, parce que l'alternative, c'est aussi les transports en commun. Alors à Paris, on est bien doté. Lyon, c'est pas trop mal. Mais après, dès qu'on sort des grandes villes, c'est quand même compliqué. Voire très compliqué. Voire impossible. Donc, aujourd'hui, les instances qui permettent de développer les transports en commun, c'est ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité. En gros, ce sont des collectivités, des communautés de communes, etc. Mais on n'arrive plus à leur trouver d'argent. On a besoin de les doter en budget. Et ben, nous, ce qu'on propose, c'est une contribution des gros acteurs du e-commerce pour pouvoir financer ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité et donc développer ces projets, que ce soit les services express régionaux, que ce soit toutes les offres de transport qu'on puisse proposer à l'échelle locale, parce que là, on a besoin d'aller trouver des ressources et on en a. Ben, moi, ça me fait penser à une petite réflexion. On a les ressources, on a de quoi bien faire. Là, sous prétexte d'électoralisme un petit peu. J'ose le lancer, mais je pense que je dois pas me tromper beaucoup. On va revenir et faire des éléments en recul. Et comme tu l'as dit, il y a cette directive, mais pas que la directive. On vient de démontrer que scientifiquement, on a poussé et on a vérifié que ça avait un impact positif sur la qualité de l'air, notamment tout ce qu'on a fait depuis des années, quelle qu'elle soit. On parlait tout à l'heure du ballon Generali qu'il mesure tous les jours. Les Atmos en font également de même et Air Paris. Et les exemples à l'étranger. Et les exemples à l'étranger, on n'est pas les seuls. Mais ce qui veut dire que là, on est prêt à se dire, et quelle crédibilité on va avoir en disant, regardez, dans les années qui viennent, on veut tout sabrer maintenant. Et quand on va revenir dans quelques années, on va dire, regardez, sur nos courbes, tout a remonté parce qu'on n'y est pas allé. Et on aura perdu encore combien d'années pour faire les choses? Au lieu d'essayer de ce que tu disais tout à l'heure, on va essayer de tempérer, de trouver les solutions intelligentes, de se parler, et puis d'éviter de dire moi j'ai raison, et puis que la balle reste au milieu du terrain, et puis personne va jouer le match. C'est ça qui va être embêtant. Oui, et alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, mais que je partage. Déjà le côté instrumentalisation politique, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est sorti de nulle part, en fait, la suppression des ZFE. C'était pas prévu dans ce texte-là, en tout cas. Et on a été pris en otage par certains partis qui, voulaient en faire un sujet électoral en vue des municipales, pour répondre probablement aussi à des aspirations de certains de leurs électorats. Et par des mouvements, sortis un peu de nulle part. Là, je pense à un certain monsieur qui écrit des livres, qui tout d'un coup s'intéresse à la qualité de l'air. On l'a jamais entendu en parler. Mais et qui en plus se fait du fric là-dessus, Enfin, faut quand même le dire. Alors, j'espère au moins que l'argent des ventes va être réutilisé et mis à disposition d'associations qui se battent, ou d'associations de patients. Tiens, ça sera intéressant, ça, plutôt que d'aller faire le tour des plateaux télé, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il en fait. Mais donc, il y a eu cette instrumentalisation politique qui était regrettable. Je pense que la responsabilité, la crédibilité, parce que tu parlais de crédibilité, oui, on perdra en crédibilité, y compris aussi au niveau européen, parce que déjà on respecte pas la directive. Sur beaucoup de domaines sur la qualité de l'air, au niveau européen, la France, on n'est pas en tête de pont. Faut pas l'oublier non plus. On a pas mal de choses à apprendre des autres, et nous à montrer qu'on est sérieux. Et avec les risques que ça amène, c'est-à-dire aussi des risques juridiques, d'être mis en demeure et d'être condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Ça nous coûte déjà assez cher et des risques plusieurs financiers, années. 40 millions d'euros en France, mais aussi un risque quand même de plus de 9 milliards de pertes financières liées au fait de ne pas appliquer le texte au niveau de la Commission européenne. Mais je pense qu'il y a surtout aussi quelle responsabilité on aura derrière. Qu'est-ce qu'on dira finalement aux générations à venir, à nos futurs enfants, quand après on aura des cas de toujours plus en hausse d'asthme, de cancer du poumon. On a déjà nos jeunes adolescents qui, je reprends souvent ce qu'a dit le professeur Carré ici sur ce plateau, qui dit on a des enfants de 15-16 ans qui ont des maladies de personnes de 60. Et ça, c'est un phénomène qui date de 15 ans. C'est pas quelque chose qui vient de très très loin. Et donc, en fait, on voit qu'il y a 15 ans, ça s'est accentué. Là, on est en train de corriger pour mieux faire. Et on va faire quoi? On va dire à toutes ces personnes où on essaye de faire mieux, de dire non, maintenant on arrête.
Franchement, moi j'aime bien regarder mes enfants en face le matin quand je les vois et leur dire on essaie d'avancer et on va essayer de pas dégrader, c'est déjà pas mal. C'est plus difficile de construire que de détruire, hein, ça on est d'accord. Hein. Complètement, oui. Donc il faut se dire que un petit geste, plus un petit geste, et ça paraît peut-être pas grand-chose, mais de le faire tous les jours sans reculer d'un pas, là c'est vraiment des belles avancées. Mais en tous les cas, mon cher Tony, ça passe très vite toujours les émissions. Tous mes invités le disent, on aimerait rester tous beaucoup plus longtemps. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver. On va suivre ça évidemment de près, bien entendu, on reste en contact. Je te souhaite, écoute, un bon air, oui. Le meilleur possible, et de faire qu'il soit bien plus pris en compte. Rappelle comment nos auditrices et nos auditeurs peuvent retrouver